Bonjour, salam alaikum, wa rahmatullahi ta'ala. Bonjour les amis, comment vous allez? Nous sommes dans ce nouveau cours de civilisation. On va entamer aujourd'hui par de nouveaux concepts et de nouvelles informations et de connaissances qu'on doit, c'est-à-dire les partager avec vous, Inch'Allah. Et j'espère que vous allez sortir avec avec des informations qui vont être utiles dans votre quête d'études, ou bien dans votre cursus de langue française. L'essentiel de ce cours de première année L1 licence français, c'est un S1 consiste au premier semestre. On va l'entamer de cette manière. D'abord, on doit parler de différents, c'est-à-dire caractéristiques de la France, aussi des régions de la France, des fleuves de la France, la superficie de la République de France, et aussi on parle de la devise, on parle de l'historique, l'historique de différents lieux qui sont patrimoine et édifices de la France. Aussi les symboles. On peut aussi parler de l'emblème de la France qui est c'est-à-dire le drapeau français. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'on peut les constater, les différents c'est-à-dire zones géographiques. On a par exemple l'île de France située au centre, un petit peu en haut de la France, ou bien le cœur de la France. On a à gauche en haut la Bretagne et à droite en haut Strasbourg. En bas, en bas, c'est-à-dire le sud-est, la province, dans le sud-est-ouest, le sud-ouest, c'est-à-dire on a les Pyrénées, comme ça. Il y a aussi, l'auteur ici, il nous présente aussi des différents, c'est-à-dire la population, comment elle se répartit, soit sur l'île de France, quelle est la différence entre l'île de France et d'autres régions, la population qui vit à Paris, la population qui vit en dehors de Paris. C'est ça, c'est-à-dire c'est très très attractif ce cours et franchement vous ne devez pas le rater. Maintenant, je pense que c'est 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 très nécessaire de le retenir. Pardon. Aussi, l'auteur évoque même les différents, c'est-à-dire composantes des institutions et de la Constitution. On a par exemple le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, judiciaire, etc. Et, enfin, il nous parle de la Marianne, qui est l'emblème, le coq, et il y a aussi c'est-à-dire, c'est un cours qui est bref, mais vraiment intéressant. Je vais juste, on peut dire qu'on doit juste partager une petite lecture qui sera une lecture riche et attractive. Et je pense qu'elle va attirer et attacher votre attention. Bon, pour les repères, la France avec une superficie d'un plus de 550 000 km², la France est plus grand pays d'Europe occidentale. Bien sûr, l'auteur ici nous parle c'est-à-dire par rapport à la France, par rapport à d'autres pays occidentaux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Allemagne, la Belgique, et ainsi les autres pays, les pays d'Est de l'Europe. C'est un pays qui
qui a une superficie très importante. En comparaison à la superficie, par exemple, du Maroc, la superficie du Maroc, c'est une superficie, c'est-à-dire, elle ne dépasse pas les 710 000 km par carré, donc 252 000 km carrés pour le Sahara et occidental. C'est vraiment un pays très petit. C'est par rapport à le Maroc, ouverte à la fois sur la mer du Nord, la Manche, et l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, voilà. La mer du Nord, c'est la mer qui est proche bien sûr, de l'Angleterre, l'Irlande, des pays anglophones. L'océan Atlantique, c'est un petit peu, je pense que c'est à côté sud-est. Et la Méditerranée, voilà, la Méditerranée, le sud, c'est une mer connue. Et la Manche, c'est un fleuve. La Manche, c'est un fleuve qui relie la France à l'Angleterre, pardon, à la Grande-Bretagne, entre la ville de Douvres et Calais. Ici, on ouvre une petite parenthèse, donner une petite information par rapport à la Manche. La Manche, c'est un fleuve où c'est inauguré ce qu'on appelle le tunnel sous la Manche pendant, je pense, pendant la présidentielle de Chirac, non, non, Mitterrand, pardon, Mitterrand bien sûr. Voilà, et je pense que chez les Anglais, il y avait Margaret Thatcher à cette époque. C'est un, c'était un projet pharaonique et il est cité dans l'histoire comme un des grands chefs-d'œuvre de l'âge moderne bien contemporain. Et puis l'auteur il nous parle des océans Atlantiques et mer Méditerranéen. Il dit voilà que la France a toujours été placée ou bien à une plaque tournante entre les pays du Nord et les pays méditerranéens et l'Europe centrale. C'est-à-dire la France, c'est vrai, c'est une réalité, la France elle joue un rôle de pivot entre tous ces pays qui les entourent. Elle a une frontière commune avec ces pays et le tunnel sous la Manche, on a évoqué ça. Là, il relie maintenant au Royaume-Uni, ça c'est bon, on a évoqué cela. Et l'hexagone, c'est un concept, on l'utilise, les Français l'utilisent, ils parlent dans leur oral, ils disent que toujours évoquent le mot hexagone. La France métropolitaine est souvent appelée l'hexagone. La France métropolitaine, c'est-à-dire la France, comme on dit chez nous, le bled. C'est la France, et on parle pas de l'étranger, on parle de la France métropolitaine, c'est-à-dire la France avec ses villes, avec sa tradition, avec ses mœurs, avec tous ses monuments, avec toute sa culture. Presque avec ces trois côtes maritimes et ces trois frontières terrestres, elle s'inscrit dans une géométrie à 6 côtés. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a dit déjà que la France elle joue le rôle de pivot. Dans cette carte, l'auteur nous présente que la France, elle possède, c'est-à-dire, bien sûr, six côtés, on peut dire que la France, elle est entourée c'est-à-dire le sud-est et l'est, non, le sud-est, non, le sud-ouest et l'ouest et le nord. On peut dire que la masse d'eau, elle est présente dans la rive gauche de la carte de la France. On a Paris, c'est l'île de France. On a la Bretagne euh, au, ouais, à l'ouest, au sud-ouest, au nord-ouest, pardon. Et puis dans le sud-ouest, on a les Pyrénées. Dans l'est, sud de l'est, on a la province. Et puis on a notamment dans
nord-est Strasbourg. Et puis on a en bas de Paris, on a la ville de Chenonceau et aussi on remarque ici qu'on a les Alpes. Il y a les Alpes qui montrent qu'on n'est pas loin de la Suisse, qu'on n'est pas loin de la Suisse. et, et aussi, si on peut dire que la France possède aussi des rivières qui sont des rivières vraiment connues dans le monde entier. Ils sont aussi, ce sont des lieux touristiques dont bref, tout rêve de voir et de les visiter un jour. L'auteur dit que les réseaux hydrographiques s'organisent essentiellement autour de 4 grands fleuves. Ici, la Seine qui passe à Paris est le fleuve le plus utilisé pour la navigation, c'est vrai. Et ensuite, on a la Loire, se jette dans l'océan Atlantique. Ensuite, on a la Rhône, c'est un nom de fleuve aussi, passe à Lyon et se jette dans la mer Méditerranée. Puis la Garonne passe à Toulouse et Bordeaux. Et puis l'auteur de part de Paris est l'Île-de-France. L'Île-de-France, mes amis, c'est l'appellation de Paris. Ça c'est depuis le Moyen Âge. Cette appellation a été, c'est-à-dire le timbre ou bien qui qualifiait, qui distingue Paris des autres pays de la France, d'autres villes de la France. L'objectif, identifier la région l'Île-de-France et ses départements, identifier l'importance de la dynamique et de cette région en France, présenter un aspect de cette région et capitale régionale, c'est Paris. C'est l'île de France. Maintenant, dans cette page, il me parle de la superficie c'est-à-dire de Paris, c'est 12 011 km², sa population un peu plus de 11 millions d'habitants. On a 7 départements composant l'Île-de-France, Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val d'Oise et Yvelines. Puis on a la région d'Île-de-France, se situe au cours d'un ensemble beaucoup plus vaste, le bassin parisien. Elle est la région la plus riche en France, elle représente 2% du territoire national, mais un quart, bien un tiers du PIB. Le PIB, mes amis, c'est le produit intérieur brut, le produit intérieur brut, c'est-à-dire un tiers alors, cette région a produit un tiers du PIB de la France. L'influence de Paris s'exerce sur toute l'île de France. L'extension de l'agglomération a largement urbanisé toute la région. Repères et administratifs. Les repères administratifs. Ici, on peut ouvrir une parenthèse et on ajoute une information de dire que l'administration, mes amis, et les services préfectoraux, ou bien préfectoral, a été inauguré ou bien été créé, bien c'est l'œuvre de Napoléon III. C'est lui qui a créé ces institutions. Pendant cette époque, jusqu'à maintenant, sont présents dans l'administration française et aussi ils sont aussi présentes dans différentes colonisations, pays colonisés qui a été des terres pendant la colonisation. C'est-à-dire que ce système existe jusqu'à maintenant. Euh, il existe parce que il a montré sa fiabilité et voilà, il a montré sa fiabilité. Bon, on a dit que la région comprend 8 départements. Paris chef lieu de la région capitale et d'État. Paris a la particularité d'être à la fois une commune et un département. Voilà, son numéro matricule c'est 75. La petite couronne formée par le département hors de Seine, son numéro c'est 92. La Saint-Saint-Denis 93, Val-de-Marne 94 et qui joue directement à Paris.
La Grande Couronne ou au-delà constituait les départements de Seine-Saint-Marc 77, Yvelines 78, Essonne 91 et Val d'Oise 95. Euh, Puisqu'on a terminé, c'est-à-dire les régions et les codes, bien les matricules qui distinguent ces régions, juste on peut dire que ces numéros, on peut les remarquer, les identifier dans les voitures qui viennent, euh, lorsqu'on voit des immigrés qui circulent avec des voitures qui portent, on voit juste, on peut distinguer les matricules par ces numéros qui représentent la région, qui représentent les différentes régions. C'est ça. Maintenant, on arrive à les franciliens. Les franciliens, ou bien la définition du mot francilien. Les franciliens sont les habitants de l'île de France, c'est-à-dire les Parisiens, ce sont les franciliens, tout simplement. Elle est la région la plus peuplée de France, avec 11,36 millions d'habitants. Vous imaginez? C'est-à-dire, à Paris, il y a plus de 11 millions 36 000 d'habitants. Sont environ 19% de la population française et 22% de la population active. C'est-à-dire que 22% de cette population, elle est active, c'est-à-dire elle possède un travail et sont des gens qui travaillent. La population est fortement concentrée à Paris et en premier, premier étape et en premier courant, c'est-à-dire en premier lieu, la population francilienne se caractérise notamment maintenant par des caractéristiques des franciliens, d'important taux de natalité, c'est-à-dire des gens qui veulent se marier, ils veulent former des familles, des ménages. Euh, voilà, on peut dire que c'est une région fertile. Plus d'une naissance sur cinq en France à l'Île-de-France. Sa jeunesse, 56,8% de la population a moins de 40 ans. C'est-à-dire, on peut dire que la moitié, ou bien plus de la moitié, c'est une population jeune. Son espérance de vie à la naissance parmi les plus longues en France, 83,5 ans, bien années pour les femmes et 77,5 ans années pour les hommes. C'est une source qui date depuis 2002. Bien sûr, les services qui font ces recensements, c'est les services des États-Unis, des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est une source fiable. Et aussi, d'après ce qu'on a cité, on comprend que les Français aiment, c'est-à-dire aiment former des familles, aiment avoir des enfants, sont des gens qui vivent une vie paisible, confortable par rapport, on remarque ça et on distingue cela par rapport à l'âge, c'est-à-dire au Moyen Âge, pardon, je dis Moyen Âge. Par rapport à l'expérience de vie, on a dit les hommes 83 et les femmes 77, c'est-à-dire des gens où on détecte ce qu'on appelle une longévité vraiment intéressante. C'est par rapport à la vie, par rapport au mode, à la sécurité, à la vie qui est une vie bien paisible, loin des conflits, loin des problèmes, loin des... c'est ça. Sa diversité, l'Île-de-France reste la région qui a une immigration depuis les années 30. C'est ça, la France, c'est l'accueil des immigrés. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la Constitution. La France a été toujours un pays accueillant, malgré, c'est-à-dire l'attaque et de l'extrême droit, et malgré la montée de l'exonophobie, elle reste toujours, je dirais que l'accueil, elle est aussi, c'est-à-dire contrôlée. Ici, on parle aussi, je peux dire qu'on parle de l'interculturalisme, parce que c'est un pays qui est basé sur l'interculturalisme, c'est ça. Et je pense que c'est juste de contrôler les gens,
et d'appliquer ce qu'on appelle l'immigration choisie, mais je pense que l'immigration choisie doit choisir avec une certaine tolérance. Maintenant on passe à ce qu'on appelle une région riche et attrayante. D'après l'auteur, il est en train d'évoquer toujours Paris. Un musée au ciel ouvert, Notre-Dame de Paris, le Louvre, Saint-Denis, voilà, ces différents édifices et différents lieux de touristique, Saint-Germain ou Laye, Versailles, Vincennes, l'Île-de-France, pas encore de son longue passé royal. On a aussi, ils n'ont pas évoqué, il y a des régions comme Paris Austerlitz, Paris Mayotte, etc. Aussi, on peut dire aussi, l'auteur ici, il dit qu'une vie culturelle intense, c'est-à-dire il parle de la vie, l'atmosphère en général. Une région se caractérise par un fonctionnement culturel et multiples lieux, salles d'art, et c'est librairie de quartier, maison pour tous, salle de concert, théâtre, galerie. 350 films passent chaque semaine dans la salle de cinéma de la région. C'est-à-dire que la France, bien sûr, elle est connue par le cinéma, c'est-à-dire le festival de Cannes, etc. C'est un pays où il admire l'art, il admire les artistes. Pardon, une région dynamique, première destination touristique au monde. Le parc hôtelier de l'Île-de-France, plus de 2400 établissements, place la région nettement en tête de capitale européenne. Une région riche de quartiers d'affaires de la Défense dans le département de Hauts-de-Seine, qui porte le matricule 92, symbolise la richesse de cette région. Ici, on a évoqué les matricules, les régions, l'atmosphère, tout. C'est vraiment merveilleux de connaître et saisir ces informations. Maintenant, on parle de deux visages de la région. La région, c'est-à-dire on est toujours sur la ville de Paris, l'Île-de-France. Le château de Versailles, résidence des rois, comme vous remarquez, c'est un château qui est connu, célèbre. C'est presque tous les rois qui ont résidé dans ce chef-d'œuvre. Puis on a le quartier d'affaires de la Défense, dans le département des Hauts-de-Seine. On voit bien sûr on voit des édifices qui sont modernisés par rapport à l'architecture du Moyen Âge. On sait bien que ce qui caractérise la France par rapport aux édifices, c'est les châteaux et les monuments qui sont vraiment qui attractifs et qui laissent ce qu'on appelle l'odeur et l'esprit du Moyen Âge. Euh, Bien sûr, la ville de Paris, elle se modernise, c'est-à-dire pas à pas. Maintenant, on parle on va entrer dans le cours numéro 3, appareil idéologique et les symboles républicains. Ici, on est on peut dire, dans le cadre des institutions et la Constitution, les différentes institutions. L'auteur, il évoque fiche technique du cours, il dit, voilà, objectif à la fin du cours, chaque étudiant sera défini un appareil idéologique quels sont les symboles de la République française. On sait bien que dans tout pays, il y a trois monuments ou bien trois institutions. On a l'institution exécutive, juridique, et troisième exécutif, juridique et législatif. Toutes ces institutions sont liées l'un à l'autre et ces trois institutions qui représentent un État ou bien un pays. Définition de l'appareil idéologique. L'appareil idéologique d'État est une notion philosophique créée par Louis Althusser. Althusser, en 1970, désigne l'ensemble des moyens de diffusion d'idéologie dont l'État dispose. Ici, l'auteur il nous parle, c'est-à-dire de l'origine ou bien l'idée, la première idée, ou bien le premier fondement de cet appareil idéologique fut en 1970 par Louis Althusser, et pardon de le prononcer si j'ai mal prononcé le mot. Et puis il nous parle c'est-à-dire différents appareils de l'ensemble des institutions politiques d'un État.
Comme on a déjà rappelé avant, pour la France en 2017, il se compose ainsi de pouvoirs exécutifs, on a dit cité ça, on a législatif et judiciaire, on n'a pas besoin d'entrer dans cette description, c'est connu, mais par rapport à la France, bien sûr, elle représente des lieux et des caractéristiques différentes, c'est ça l'essentiel que vous devez le retenir. Les collectivités territoriales, c'est aussi ajouté à ces trois, je peux dire, ces trois institutions. Et puis on arrive à les symboles de République, hein. Comme chaque République, la République française a ses symboles républicains. On distingue le drapeau, on a l'hymne national, on a la devise, on a beaucoup de choses. Par exemple, l'auteur ici, il évoque le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Ici, il va nous montrer l'appartenance historique, comment ce drapeau euh, a été comment dirais-je, a été formé, ou bien comment l'idée de drapeau a été venue, et les couleurs symbolisent quoi, et comment, et comme ça. Ce drapeau est bleu, blanc et rouge. C'est en 1789 sous la Révolution française. Bien sûr, on sait que la Révolution française a été entre 1789 à 1804, et précisément la fin c'était en 1800, je dirais 1860. Attends, on a dit 1804, je pense que c'était 1789, 1799, la fin sous sous le règne de Napoléon Bonaparte. L'essentiel sous la Révolution française que les trois couleurs sont adoptées comme couleurs de liberté. Il remplaça le drapeau totalement blanc de la monarchie. C'est-à-dire que le blanc, il symbolise la monarchie à cette époque. Pourquoi, pourquoi a-t-on choisi ces trois couleurs? Ici, l'auteur pose cette question. Pourquoi, bien que symbolisent les trois couleurs? Certains pensent que le bleu et le rouge sont ceux de la ville de Paris, et le blanc symbolise la royauté, et que leur choix date de la Révolution française. C'est-à-dire il y a pas une date, bien un document, c'est-à-dire qui nous certifie ça exactement. C'est juste des théories. D'autres affirment que le choix de ces trois couleurs remonte au roi Henri IV. À cette époque, la livrée royale a été blanche, ornée de bleu et de rouge. Les gardes françaises avaient en effet adopté les trois couleurs sur leur uniforme et l'emblème de leur régiment. Elle les conserve après la Révolution en devenant la garde nationale. C'est-à-dire que ces couleurs a été comment dirais-je, a été adopté au sein au sein de l'armée, au sein de la vie française, dans les institutions, dans les administrations, etc. Maintenant on passe à l'hymne national, la Marseillaise. La Marseillaise, ce mot qui caractérise l'hymne national. Ici, on remarque que la France, peut-être, je pense, d'après mes connaissances, c'est le seul pays c'est-à-dire que l'hymne national d'un pays possède une appellation à part entière. C'est-à-dire, dans tous les pays, on dit l'hymne national. On dit national, c'est pas du, 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 de la Belgique, l'hymne national des États-Unis, l'hymne national de l'Algérie, je sais pas, tous les pays du monde, on dit, disent l'hymne national. Mais lorsqu'on arrive en France, on ne dit pas l'hymne national, mais on dit la Marseillaise. La Marseillaise, bien sûr, elle a une histoire, fut le champ de guerre pour l'armée de Rhin. L'armée du Rhin, bien sûr, ici, l'auteur nous parle de cette, c'est-à-dire la source, Rhin, l'armée de Rhin. Le Rhin, je pense que c'est un soldat, non, c'est un général. Elle fut composée par l'officier français du génie Claude Joseph Rouget.
C'est un, c'est un soldat qui a eu cette idée en 1792. Le statut d'hymne national fut confirmé dans les constitutions de 1946 et 1958. Valéry Giscard d'Estaing et fit diminuer le tempo de quoi de la Marseillaise afin d'attendre le rythme original. Celle qui est donc jouée aujourd'hui, c'est donc une adaptation de la première version officielle de 1887. C'est-à-dire que l'adaptation, elle, c'est grâce au président Giscard d'Estaing c'est-à-dire qui a adapté ça, qui a voulu que c'est-à-dire que les choses reviennent à ses sources, que l'hymne national doit avoir son statut, etc. Ici, on doit présenter un hommage à ce monsieur, ce grand monsieur. Et maintenant, on est arrivé à ce qu'on appelle la devise. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais il faut dire que il y a des gens qui, je sais pas, il y a, oui, pas mal de, c'est manque de connaissances, ils se confondent entre la devise qui est la monnaie et la devise qui est l'emblème. La devise liberté, égalité, fraternité est invoquée par la première fois lors de la Révolution française. Écoutez, ici on remarque que la Révolution française fut c'est-à-dire un tournant dans tout, c'est-à-dire lorsqu'on lit l'histoire de la France, on trouve que tout revient à la Révolution française. C'est grâce à la Révolution française que la France a été bâtie et c'est grâce à la Révolution française que aujourd'hui on connaît un pays grand comme la France avec ses cultures, avec ses vraiment c'est quelque chose d'intéressant à lire. Elle est inscrite dans la Constitution et fait aujourd'hui partie de notre patrimoine national, c'est-à-dire la devise. La liberté est définie dans la Déclaration des droits de l'homme de 1795. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne suit pas au droit d'autrui. C'est ça. Il parle de la liberté. Le mot égalité signifie que la loi est la même pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. La loi, c'est elle seule qui est au-dessus de tout. Et les autres sont au-dessous de la loi. La fraternité est définie dans la Déclaration des droits et devoirs du citoyen. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. La devise est inscrite sur le fronton des édifices publics. On la trouve aussi sur les objets de grande diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres, bien sûr, et dans les manuels scolaires, on la trouve partout, dans les drapeaux, dans les manuels scolaires, même dans les vêtements, dans les emblèmes sportifs, dans les panneaux. Maintenant, on arrive à la Marianne. Ah, c'est très important. Ce mot, mes amis, mes camarades, il faut bien le saisir et il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Lorsqu'on dit la Marianne, c'est la France. Cette posture, ou bien ce dessin de cette femme, elle représente. Moi, je vous dis la vérité. À l'époque, j'avais une petite information comme ça, une petite culture de la France. Je croyais que la Marianne, c'était Jeanne d'Arc. Parce qu'on a vu Jeanne d'Arc dans des films, dans des feuilletons à l'époque. Je croyais que c'était Jeanne d'Arc. Mais après que j'ai commencé à lire l'histoire, j'ai découvert que Jeanne d'Arc, c'est une patriote française qui a mis la fin à la guerre des 100 ans entre l'Angleterre et la France, mais elle n'a rien à voir avec la marine. Je vous jure, c'était c'est c'était mon idée, la première, mes débuts dans cette merveilleuse langue. Bon, la Marianne aussi coiffée d'un bonnet phrygien, est le symbole de la République française.
L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude, mais prénom très répandu ici on a 14, 15, 16, 17e siècle. Marie, âme représentant le peuple, mais les contre-révolutionnaires ont également appelé ainsi par dérision la République, symbole de liberté. Le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce type, c'est-à-dire coiffait aussi les marins et les galériens. Les galériens, la Gaule, les galériens, c'est les habitants de la Gaule, de la Méditerranée, et aussi été repris par les révolutionnaires venus du Midi Méditerranée. Non, elle incarne la République et représente la devise liberté, égalité, fraternité. C'est ça la Marianne. On a dit que cette appellation, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle n'a pas de, c'est-à-dire, n'a pas de preuve, c'est-à-dire, preuve ou bien on n'a pas de preuve cette personne, c'est-à-dire au niveau archéologique. Mais elle a été toujours l'emblème depuis le Moyen Âge jusqu'à maintenant. Elle a incarné toujours la République française et la France en général. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle le coq. Le coq, on a vu le coq dans les disputes entre les équipes, lorsqu'une équipe française affronte une autre équipe, on voit toujours c'est-à-dire les équipiers, toujours à la fin, ils ramènent lorsqu'ils sortent un triomphal, ou bien qu'ils gagnent c'est-à-dire le match, et toujours, on a toujours vu, surtout dans la Coupe mondiale, on a vu des supporters avec des coqs, des français. Donc ça, c'est le coq, c'est aussi un symbole. Le coq apparaît depuis l'Antiquité. Hein. On rendez compte, depuis l'Antiquité sur des monnaies gauloises, c'est-à-dire les monnaies gauloises, que représente cet animal, et devient symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d'un jeu de mots. Le terme latin gagu, signifiant à la fois coq et gaulois. C'est la République française lui préfère aujourd'hui c'est-à-dire le symbole de la Marianne, qui est surtout utilisé à l'étranger pour évoquer la France, notamment en même partie. Vous remarquez, on a déjà dit ça. Bon, on a cité cela. Le logo de la République, le gouvernement français s'est doté en septembre 1999 d'un logo rappelant le drapeau du pays, sous la forme d'un rectangle allongé où la partie blanche prend la forme d'une effigie de Marianne vue de profil et contournée, c'est-à-dire regardant vers la droite sous le rectangle figure la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et sur une deuxième ligne, la mention République française, les majuscules FRF, qui sont les fameux majuscules, ont longtemps fait fonction de logo et figure sur le nombre de bâtiments publics, mairies, églises, etc. De cette manière, on a arrivé, mes amis, mes camarades, à terminer ce cours qui est vraiment un cours que vous devez le voir et tirer des informations. C'est merveilleux. Je termine comme d'habitude par un conseil que il me vient dans mon esprit maintenant, de présenter conseil à ceux qui ont choisi ou bien qui sont orientés en dehors de leur volonté bien sûr que c'est-à-dire que le logiciel il a bien il les a choisis comme de, il les a choisis comme
des étudiants, futurs étudiants de spécialistes langue française. Parce que moi j'ai fréquenté ça et j'avais des camarades qui vraiment ils disent que voilà normalement on a choisi par exemple l'anglais ou bien choisi d'autres choses, mais le logiciel nous a donné le deuxième choix. Bien sûr que tout dépend de vos choix, parce que c'est vous que vous avez mis le deuxième choix français. Mais ici, je veux juste vous donner un petit conseil, les amis. Si vous avez une base dans cette langue, il ne faut pas négliger cela et continuer. Et il ne faut pas entendre aux autres qui disent que voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec cette langue. Non, je vous jure, mes amis, je connais des gens qui ont terminé des études, mais, écoutez, terminé des études, mais qui possèdent c'est-à-dire un niveau. Ils peuvent enseigner, c'est pas forcément dans l'université ou bien secondaire, ils ont un niveau. C'est-à-dire, ils peuvent enseigner primaire, moyenne, ils ont des capacités, mais je sais bien, avec le temps, ils avancent petit à petit, c'est-à-dire le niveau commence c'est-à-dire à épanouir et c'est-à-dire ils vont faire des résultats. J'en suis sûr et certain. Ne faites pas, c'est-à-dire il faut pas entendre les gens qui disent qu'il faut négliger la langue française. Non, c'est faux. La langue française, mesdames, messieurs, c'est une grande opportunité dans votre vie. Elle va vous aider à c'est-à-dire découvrir d'autres perspectives, d'autres alternatives, de d'autres c'est-à-dire domaines d'études. On peut dire un outil qui va se déboucher à euh, d'autres euh, d'autres opportunités. Alors, il ne faut pas négliger. Et si vous choisissez ce- ce- cette spécialité, il faut rester dans cette spécialité et être attentif et suivez vos enseignants. Et je pense que vous allez faire une chose formidable. Alors, merci de votre attention. Espérons de vous voir la prochaine fois.